Bon, ça c'est fait, ok. Hein? Ouais, là je vais tourner ma vidéo, là, il y a tout qui est ici, mais c'est trop. C'est trop, je sais pas, mais Ichiro Oda nous donne beaucoup trop d'informations et ça commence à trop. Tu vois, là, je dors plus la nuit, il y a trop. Dès qu'il y a quelque chose, c'est One Piece, One Piece, One Piece. Donc là, on va avoir une pause. Je pense que ça va faire du bien. Hein? Oui, je me suis fait un petit café, mais n'aie pas peur. Dans ce café, j'ai mis ni sucre, ni caféine. Ni caféine, Nika. Est-ce que tu savais que Nika est la représentation d'un dieu du soleil? Et il faut savoir que dans plusieurs mythologies et religions à travers les âges, eh bien le soleil a eu une très grande importance. Par exemple, on va prendre la religion nordique. Eh bien là, c'est pas un dieu, mais c'est une déesse qui s'appelait Sol. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a le flashback de Big Mom avec Elbaf, eh bien Mother Caramel est la représentation en un sens féminine de cette déesse qui était seule. Et c'est aussi pour ça que Big Mom représente aussi le soleil. Hein? Trop. Oui, il faut que je me calme. Il va falloir que je prenne des vacances. Hein? Oui. Je vais prendre des vacances. Salut mes Nakama, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse de ce chapitre 1018. Oui, je rigole encore une fois, c'est peut-être le café, j'en prends beaucoup trop. Mais c'est ce qu'on a... Voilà comment je suis depuis quelques jours, voire même quelques semaines, voire même quelques mois. Cette fin d'arc... Wano Kuni, ou même cet arc Wano Kuni en tant que tel, on sent qu'on arrive sur la fin de One Piece quand même, mais on s'en prend mais plein la tête. Ça va partir en live, ça, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois ça arrive, c'est-à-dire qu'on va reprendre concrètement comment sont construits les différents arcs à la base. C'est-à-dire qu'il se passe une histoire, pendant cette histoire qui se passe pendant cet arc, on a une ou deux révélations légères, les révélations, c'est souvent des petits trucs qui vont être utilisés. C'est un truc qui lâche qui sera utilisé plusieurs centaines de chapitres et on va revenir là-dessus. Et après, on a un élément narratif qui se passe entre deux arcs où là, toutes les semaines, il nous envoie des trucs dans la tête. Sauf que là, c'est en ce moment. C'est-à-dire que pendant la fin de l'arc de Wano Kuni où tu as tous les combats où normalement ton attention devrait être focalisée sur ces différentes résolutions, Ichiro Oda nous envoie quand même quelques petites infos. Imaginez, je suis en train d'extrapoler ce qui va peut-être se passer l'année prochaine, mais extrapoler les différentes informations qu'on va avoir à la fin de Wano Kuni avec la chute de Kaido et peut-être aussi la chute de Big Mom, les répercussions au niveau du gouvernement mondial, les répercussions au niveau de One Piece en tant que tel, des autres pirates, de Marijoa, enfin de Im-sama. Je veux dire que c'est même pas la fin de Wano Kuni qui me fait peur, c'est l'après Wano Kuni qui me fait peur. On va reprendre quelque chose, alors je vais peut-être me faire des ennemis. Je vous prie de m'excuser. Et on va en parler tout de suite. Je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. Il y a quelques temps, le chef Otaku nous avait posé la question, ou avait posé la question à tous les fans de One Piece, en quoi vos foreshadowing sont-ils aussi magnifiques Qu'est-ce que ça change par rapport justement à ce qui s'est passé au niveau de l'attaque des Titans? Eh bien là, on en a un exemple. C'est-à-dire que quand tu reprends Skypiea, à la fin de Skypiea, arc chapitre 300, tu as le banquet, et tu as Luffy qui danse avec une sorte d'ombre. Il y a une tête avec Whisper qui le regarde et qui a une sorte de révélation. Mais nous, à l'époque, quand on lit ça et qu'on connaît pas encore ce qui va se passer, ce qu'on va se prendre dans la gueule, on prend ça comme rien du tout d'ailleurs. On prend ça, on le lit. Même moi, quand je vous jure que je relis One Piece, même quand j'ai relu, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Le fait aussi de mettre au préalable, bien sûr, la fille qui va devoir sacrifier, elle dit qu'elle va rejoindre justement le dieu soleil. T'en as un foreshadowing. C'est-à-dire que t'as un élément narratif qui est présenté fugacement à travers une case, qui va avoir des répercussions. Enfin, c'est même pas qu'il va avoir des répercussions des années plus tard, c'est que des années plus tard, vu ce qu'on a appris, quand tu regardes cette case, tu as une autre vision de l'action.
Et ce qui est encore pire là-dedans, c'est que quand j'ai pensé à ça, franchement, je me suis dit, mais c'est un truc de taré, c'est un truc de taré. J'ai des planches, justement, de One Piece, et j'ai une des planches, justement, qui reprend ce passage. Et il y a aussi un autre truc qui s'est passé, c'est qu'à un moment, t'as Luffy qui danse avec des loups autour du feu. C'est justement au milieu, ça doit être au chapitre 200, bah c'est au chapitre 253, de toute façon, que j'ai fait les recherches. Eh bien, Luffy, quand il danse avec les loups, façon dont il danse, reprend aussi exactement la même symbolique que Nika. Et il danse avec des loups. Loups qui sont debout, qui sont un petit peu comme des personnages anthropomorphes. Et là, on peut encore voir une certaine interprétation peut-être du dieu Nika avec les Minks par rapport à ce qui se passera plus tard. Et là où on part dans des trucs encore plus fous, parce que oui, c'est complètement fou. J'ai fait énormément de recherches sur Eiichiro Oda, je me suis tapé toutes les interviews, et quand j'y repensais à cette case, à cette planche, où justement il est en train de danser avec les loups, cette planche, et cette interview a été faite, je crois, il y a 2 ans, cette planche est dans le top 3 des préférés d'Eiichiro Oda. Je reprends l'analogie du puzzle, on est en plein dedans. C'est-à-dire que avec ce chapitre 1018, Eiichiro Oda nous a donné une pièce de puzzle avec un mec qui est heureux, qui est la représentation du dieu soleil. Et là tu fais ah 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 ah, et tu deviens fou, mais c'est ça qui se passe en ce moment. Les théories que l'on a depuis très très longtemps sur la destruction de Marijoa, l'ouverture, la libération, parce que là, Marijoa, les esclaves, la libération, il y a des trucs encore plus dingues qui se passent. C'est-à-dire que j'avais des idées, je vous en parlais tout à l'heure par rapport aux hommes poissons que j'avais réfléchi pour la précédente critique analyse, mais quand j'ai poussé les recherches, je me suis dit non, ça va pas. Et en vérité, ce qui n'allait pas, maintenant va. C'est un truc absolument de fou. Cette vidéo va partir en live, hein, je vous prie de m'excuser, mais j'ai le cerveau en ce moment, je sais pas comment vous êtes, mais c'est un tel bonheur de lire One Piece. Enfin bref, voilà. D'ailleurs, très important, il va y avoir, je vais vous dire quelque chose aussi très important à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose de très très important à vous dire. Donc voilà, mais il y a plein de trucs. Moi je me rappelle que j'ai retrouvé la vidéo en juin 2015, il y a plus de 6 ans, je vous faisais la théorie sur la destruction de Marijoa, les liens qu'il y a avec les différents peuples, la volonté du Di, Joy Boy, tout ça. Donc voilà, je vous mettrai un lien vers cette vidéo. Il y a plus de 6 ans qu'on parlait de ça, et c'est toujours valide. J'étais obligé de vous en parler en début parce que sinon j'allais passer à côté. Je préférais vraiment parler avec le cœur. Cependant, même si on a eu des informations sur Nika, même si on a eu des informations sur plein de choses, il ne faut pas oublier ce qui se passe quand même dans ce chapitre. Donc pour ne rien oublier, comme d'habitude, on va prendre le chapitre page par page et on va parler de tout ça. On va commencer avec les gifters et les Sunichi, ainsi que les gens qui sont sous leurs ordres, qui se sont carrément retournés et qui vont combattre. Alors ça, en un sens, ça fait pas spécialement basculer la bataille. Pourquoi ça fait pas basculer la bataille? Parce que les Mugiwara, certains samouraïs ont une telle puissance qu'ils sont capables de les balayer d'un claquement de doigts. Par exemple, avec le haki des rois, il peut en foutre plein KO. On a justement l'eau avec Sarum qui peut te les prendre, qui peut te les balayer. Donc, en un sens, qu'on ait ça, c'est pas trop grave. La chose que ça permet, c'est que ça permet aux sous-fifs de ne pas faire chier et de pouvoir mettre en place ce que je vous disais la semaine dernière, et c'est parfaitement dit dans ce chapitre à travers la voix du CP0. Ça permet de mettre en place les différents combats qu'il va y avoir entre les Tobiropo, les Calamités, les Samouraïs, les Fourreaux Rouges et bien sûr les Mugiwara. D'ailleurs, on est au chapitre 2000...
1018. Donc la fin devrait être aux alentours du 1024. Donc 1024, retour de Luffy avec sa nouvelle transformation. On met ça de côté, je vous l'annonce juste ici. Donc, la chose que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que là, Nami, elle a eu son power-up. Mais on aimerait bien avoir quelque chose au niveau de Usopp. Usopp a eu une très très grosse évolution à Dressrosa avec son acquis de l'observation qui peut voir les choses. Eh bien, je pense que, et là c'est complètement dingue, que tout comme Luffy, il va pouvoir évoluer vers une vision du futur. Et c'est là où ça devient complètement dingue, mes amis. Je sais même pas pourquoi j'ai dit mes amis, normalement c'est mes Nakama. S'il vous plaît. Il y a un truc, oui c'est peut-être parce que je regarde trop des vidéos aussi de Red Shadow Legend, puis le mec il commence toujours à dire mes amis, mes amis, mes amis. Enfin bref. Donc ce qui se passe au niveau de Usopp, Usopp peut, avec son acquis de l'observation, pourra voir le futur et donc pouvoir esquiver certaines attaques et donc protéger Otama. Parce que ça va être ça son rôle. Ça va être vraiment de protéger Otama. On va avoir un level up, c'est sûr, au niveau aussi de sa puissance, des coups. Mais il va vraiment éveiller son acquis et il va voir les attaques futures. Et il va pouvoir les esquiver. Et ça va être un truc absolument de malade. Et je pense que contrairement à Katakuri ou Luffy, où c'était un jeu un petit peu sérieux, là ça va être un jeu un petit peu comique de situation. Usopp et Nami, on n'en a pas encore fini avec eux. Et même Usopp dit à Nami que le lien maintenant, ça y est, Zeus fait vraiment partie et partenaire de Nami. Donc là, en un sens, c'est vraiment bien partenaire. Et on arrive quand même un petit peu avec la mascotte. On a le Cypher Pole 0. Après, on bascule. Et là, il nous donne une information que il s'en fout qu'il gagne ou qu'il perde. Le but principal, c'est de tuer quelqu'un. Et ce quelqu'un, au début, pour ceux qui ont vu ma réaction live, je pensais que c'était Luffy qui devait absolument être tué. Mais non, ce n'est pas Luffy. Après j'ai pensé que c'était Diaz Drake. Parce que peut-être que eux sont au courant que lui, c'est un infiltré de la marine. Mais d'une certaine marine. Parce qu'il y a toujours cette guerre au niveau de la marine. Donc je pensais peut-être que ici il nous annonçait cette future guerre qu'il allait avoir, mais ce n'est pas le cas. C'est tout simplement Woozwoo. Là, j'ai un peu de mal. Pourquoi j'ai un peu de mal? Parce que normalement, le mec qui doit vraiment crever au niveau de... Pour le gouvernement mondial, si le Cypher Pole 0 est vraiment sous les ordres du Gorosei et donc de ce fait de Im-sama, normalement, la personne qui est à tuer, la personne qui représente ce danger, c'est Luffy. Et donc, normalement, je pensais qu'il disait que c'était vraiment lui. Et si Kaido n'arrive pas à le tuer, nous, on devra le tuer nous-mêmes. Et j'imagine bien, justement, j'avais imaginé cette fin où le Cypher Pole essaye de tuer Luffy qui est presque KO à terre. Et là, il y a tous les Mugiwara qui viennent le mettre en protection et leur niquent la gueule. Et eux, le Cypher Pole se retrouve au sol. Mais non, ce n'était pas ça. La petite théorie que je m'étais fait dans la tête, elle est complètement caduque. Et donc, de ce fait, c'est qui veut le tuer? C'est Woozwoo. Alors là, je comprends pas. Woozwoo s'est échappé d'une prison. Il s'est pas échappé hier. On est d'accord? On est d'accord. Il s'est pas échappé la semaine dernière, le mois dernier, voire l'année dernière. Ça fait un bout de temps qu'il s'est échappé. Pourquoi ils n'ont pas essayé de le retrouver avant pour le tuer si c'est une telle menace? Là, personnellement, je comprends pas. Les commentaires sont là pour ça. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à y aller. L'autre chose aussi que je comprends pas, c'est que quand il s'est échappé, il n'a pas directement été sous les ordres de Kaido. Il a dû former un équipage. Et donc, obligatoirement, vu que c'est un équipage de pirates, le gouvernement mondial avait dû avoir cette information. Donc, ils auraient dû lui niquer la bouche. Peut-être que lui, à la rigueur, le fait qu'il ait été pirate et qu'il a voulu très très vite avoir de l'importance, c'est pour pouvoir attirer l'attention de Kaido et pour pouvoir entrer sous ses ordres. Pourquoi? Parce que s'il est sous les ordres de Kaido, il a une protection par rapport au gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'il sait que le Kaido est tellement puissant que même le gouvernement mondial, il réfléchit à 2 fois avant d'aller attaquer l'un des membres de sa marine. Mais encore une fois, de sa marine, non, de son équipage. Mais là, encore une fois, j'ai un peu de mal, ce qui me fait penser que peut-être que Eiichiro Oda, en ce moment, est peut-être en train un petit peu trop de rusher la fin de son arc. Et l'autre truc que j'ai vraiment du mal aussi, c'est le fait que
ils disent il est pas trop grave qu'il soit évadé parce que les informations qu'il a par rapport au gouvernement mondial sont caduques. Alors est-ce qu'ils sont caduques dans le fait que, comme ça a été annoncé au niveau de la rêverie, de l'arc de la rêverie, c'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer le grand reset du monde de One Piece, où ils vont tout niquer, donc ils sont en train de se dire, de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, de toute façon, vu qu'on va foutre, on va tout éradiquer pour tout reconstruire et tout remettre sur une certaine façon, eh bien, qu'il soit toujours vivant, en un sens, ça change absolument rien au futur qu'a préparé Im-sama. On va parler de Nika, de où il a été emprisonné, pourquoi il en parle et qui est cette personne. Quand j'ai fait les recherches, c'est ce que je vous parlais en début de vidéo, sur le précédent chapitre, le 1017, je pense et je suis toujours, je maintiens toujours une certaine chose, c'est que lui, il n'a pas été Wuzwu, il n'a pas été emprisonné à Impel Down. Pourquoi ? Parce que Impel Down, il y a seulement que Shiki qui a réussi à s'évader, hein, avant Luffy qui ait foutu le bordel bien sûr. On sait qu'il y a plein de bateaux forteresses, ça avait été dit quand Kaido, on apprend l'histoire de Kaido, on sait qu'il s'est évadé plusieurs fois, de bateaux forteresses, il y a des bateaux prisons. Sauf que je pense qu'un mec du gouvernement mondial, emprisonné, il l'emprisonne pas dans un truc aussi simple où il doit être assez facile de pouvoir s'enfuir. De ce fait, il a été à Marijoa. Pour moi, il a été emprisonné à Marijoa et il a subi des tortures absolument dingues, comme tous les esclaves de Marijoa. Et là, je me suis dit, punaise, il a été libéré, et c'est pour ça qu'il avait un lien en un sens avec Jinbei et qu'il a peut-être voulu faire le combat avec Jinbei pour avoir des informations. C'est Tiger Fisher qui l'a évadé de Marijoa. Justement, j'avais eu cette idée qui avait germé dans ma tête, mais quand tu fais une idée, il faut faire des recherches. Et quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçu que le vol du Gomu Gomu no Mi s'est fait il y a 12 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 12 ans qu'il a été enfermé à Marijoa. Sauf que Tiger Fisher libère tous les esclaves il y a 16 ans. Donc, ce n'est pas lui qui a libéré, c'est pas Tiger Fisher qui a libéré Wu Izu. Alors, pourquoi parler d'un truc du soleil? Et c'est là où on va arriver vraiment dans un truc qui est absolument dingue. Et je vais prendre un petit peu de café parce qu'il faut que je mette mes idées bien au clair, parce que vous allez voir, c'est un truc de taré. À la fin de la réaction live, je vous dis que, à la rigueur, Tiger Fisher a mis cet emblème du soleil par rapport à ce qui s'est passé à Marijoa, et il a choisi ce symbole par rapport à Marijoa. Et ça vient totalement changer une idée que j'avais depuis très très longtemps. Vous savez que j'adore la symbolique. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui se posent pas des questions, et moi, c'est mon gros défaut, c'est que je me pose toujours des questions. Pourquoi Tiger Fisher a choisi le symbole du soleil ? Pas parce qu'il y a un rond, et que ça permettait de cacher la griffe du dragon qui était sur eux. Moi, j'avais pris l'idée, et vous me direz si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Si vous me dites que c'est une mauvaise idée, franchement, ça me ferait pas plaisir. Ils ont choisi le soleil, pourquoi ? Parce que le but des hommes poissons, c'est de rejoindre la surface et de vivre. Ils vivent dans les profondeurs de l'océan, dans l'obscurité, et la lumière qu'ils ont, c'est à travers l'arbre qui est sur Chabondi. C'est lui qui amène la lumière du soleil, qui est une fausse lumière du soleil. Et donc, le but des hommes poissons, c'est d'avoir une liberté et de pouvoir être libre à la surface et d'avoir le vrai soleil. Et donc, pour moi, le symbole qu'ils avaient au niveau ici, hein, mais pas celui-là, mais c'est un autre, c'était tout simplement le désir de Tiger Fisher de libérer son peuple et de l'amener face au soleil, d'où les pirates du soleil. Pour moi, c'était ça le lien qu'il y avait. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ce qui se passe, c'est qu'il vient pour libérer son peuple, et le soleil qu'il a là, en vérité, c'est la représentation de Nika. Parce que quand il était prisonnier, cette légende existait déjà.
Ce qui veut dire que, il y a très 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 longtemps, il y a déjà eu une ou des personnes qui ont délivré des gens et qui étaient cette représentation du dieu du soleil. Dieu du soleil qui est aussi Joy Boy, qui est un autre nom de Joy Boy, parce que là on reprend quand même le thème vraiment important de One Piece, c'est la volonté du dit et aussi le sourire malgré tout ce qui t'arrive. C'est ça le message qui est véhiculé dans One Piece, c'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, essaye toujours d'avoir le sourire et essaye toujours d'avancer. Et la personne qui vient délivrer ce Joy Boy, le Joy, joie, Boy, garçon, le garçon au sourire, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut le représenter. Le dit qui se met comme ça, qui représente aussi un sourire. Nika qui est ce dieu avec ce dieu guerrier avec le sourire. On est toujours exactement dans la même symbolique. Eh bien, ce qui s'est passé et ce qui est complètement dingue, c'est-à-dire que Tiger Fisher, en délivrant les esclaves, et on peut imaginer en ayant ce sourire, et pas un sourire de joie, mais en ayant un petit peu peut-être ce sourire diabolique, ce visage, a fait revivre cette légende. Et donc, ce que Wizou, son gardien lui a dit, c'est qu'il existe une personne qui viendra, qui vient délivrer les gens. Et à chaque fois, en vérité, c'est quelque chose qui s'est passé hyper longtemps, et c'est une légende qui arrête, c'est un truc cyclique qui arrête pas de se refaire. Et là où ça devient encore plus dingue, c'est que là, on a une libération seulement que du monde, enfin que de Marijoa et des esclaves qui sont en tant que tels, mais là où Luffy va faire un truc de plus dingue, c'est qu'il ne va pas seulement que détruire Marijoa par rapport à la théorie que je vous ai dit qui a été faite il y a plus de 6 ans, c'est-à-dire détruire Red Line, ouvrir les océans pour qu'ils soient réunis, pour que ça devienne All Blue, l'île des hommes poissons qui va être détruite, donc les hommes poissons vont être dans Noah et ils vont pouvoir être évadés au moment où tout va être détruit. Si Marijoa obligatoirement va être détruite, ça veut dire aussi que les esclaves vont pouvoir s'enfuir, mais où cette chose qui se fait qu'à une certaine échelle va exploser carrément au niveau mondial, c'est que Luffy, lui, va libérer le monde. En détruisant le gouvernement mondial, en détruisant Im-sama, en détruisant la marine, la nouvelle marine qui va venir, qui va être beaucoup plus juste, eh bien, il va terminer ce qui a été commencé il y a plus de 800 ans. Il va libérer le monde. Et en un sens, il va libérer Wizou. Et donc, Wizou, qui pendant des années a supplié quelqu'un, et là il a une haine envers quelqu'un, à un moment, il va comprendre que la personne qui déteste, qui est la cause pour lui de son emprisonnement, était aussi la personne qu'il a supplié de venir le délivrer. Imaginez la répercussion au niveau mental, comment il va être. Et c'est là où, encore une fois, c'est pour ça que j'aime One Piece. C'est par rapport à toutes ces symboliques. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que moi je suis un putain de teubé qui arrête pas de se faire des nœuds au cerveau et qui veut trouver des symboliques peut-être là où il n'y en a pas. Mais vous, dans les commentaires, dites-moi si vous avez la même idée que moi. On va passer maintenant sur la... Parce que là je vois déjà qu'il y a quand même pas mal de temps qui est passé. On va essayer de limiter à une demi-heure ces vidéos parce que j'ai encore une annonce à vous faire justement à la fin. On en reparlera juste après. On va parler un petit peu de puissance. Là, Jinbei... Je l'ai pas dit, mais je le dis ici, Jinbei, Kiki tout dur. Kiki tout dur Jinbei, là franchement il est très très fort. Ce que j'aime bien, ça a été un petit peu la mise en place qu'on a eu de ce combat, c'est-à-dire que on a les premières attaques, et là Jinbei il met son haki et il se fait quand même, il a du sang, donc on se dit en face il y a quand même un level qui est assez haut. Et le level qu'il a là, il est supérieur à Lucci par rapport à ce que l'on en connaît en cet instant T. Mais je n'ai aucun doute que Lucci, on va le voir plus tard et il va avoir une puissance qui va être absolument dingue. Encore une fois, on est sur de la maîtrise du haki et le final de ce combat, c'est que Jinbei va avoir un haki qui va être bien plus fort. Et là, quand on le voit, le Jinbei qui est en noir, qui est en full haki, et que Wuzwu se pète
le doigt, et au moment où il se pète le doigt, c'est parce que Jinbei a des éclairs. Donc, Jinbei doit maîtriser le haki des rois, et oui, encore un. Il y a par exemple Kid, qui a aussi le haki des rois, qu'on nous annonce à un moment que l'eau et le haki des rois n'est pas quelque chose qui va être absolument incroyable. Après, c'est la maîtrise de ce propre haki qui va faire la différence. Eh bien, Wuizhu, lui, ne doit pas maîtriser le haki des rois, et c'est là où on va voir une différence de puissance entre Jinbei et Wuizhu, parce que ça a été mis en place avant, avec Kaido. Kaido a expliqué que t'as le haki de l'armement, et bien après, le haki des rois te permet une évolution à un autre niveau. Et ça, pareil, je vous en avais parlé il y a très très longtemps. Et bien là, on a l'exemple ici que Jinbei a le haki des rois. Et franchement, qu'il ait le haki des rois ne me surprend pas plus que ça. Je vous le dis, normalement, Wuizhu, dans le prochain chapitre ou un chapitre d'après, on va le voir avec une dent de pété, parce qu'il y a une super symbolique là-dedans, et j'adore la phrase, c'est « Si tu veux parler d'histoire, alors prépare-toi mieux que ça ». C'est le final est absolument dantesque, et Wuizhu va sûrement se relever, et je pense que Jinbei va lui annoncer quelque chose. Je sais pas si on va avoir l'information, mais Jinbei va lui annoncer quelque chose, va lui dire quelque chose qui va faire un déclic au niveau de Wuizhu, et ça va terminer. Le combat ne va pas se terminer par un chaos de Wuizhu, mais va se terminer par une révélation qui va peut-être faire changer la mentalité de Wuizhu, et peut-être que Wuizhu, à travers ce que va lui dire Jinbei, il va lui donner une information sur le gouvernement mondial que après Jinbei redonnera plus tard, ou parlera peut-être à Robin. Et là, ici, on va peut-être avoir un élément déterminant pour plus tard. Encore une fois, petite théorie que je vous fais à l'intérieur des vidéos comme d'habitude. On met ça de côté et on en reparle plus tard. Bref, c'est là-dessus que se termine cette critique-analyse. Ne partez pas tout de suite, j'ai une annonce à vous faire. On arrive sur le mois de juillet-août. J'ai énormément de conventions à préparer, parce que les conventions, vous avez vu, c'est reparti. Quand j'ai préparé la précédente, ça m'a demandé énormément de taf. Donc là, ça va aussi me demander pas mal de taf. J'ai aussi envie de réagencer un petit peu tout ce qui est derrière moi pour vous faire enfin la vidéo que je dois vous faire sur la collection. Je dois aussi un petit peu... parce que ça fait un bout de temps où je suis dans One Piece, et il n'y a pas que One Piece dans la vie. Il y a aussi la famille, il y a aussi d'autres choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que durant cet été, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire les réactions live, ainsi que les critiques analyses des épisodes qui vont sortir. Cependant, je veux continuer à vous parler et à faire des trucs, donc... Cet été, durant juillet et août, on va faire des rendez-vous live. Il va y avoir pas mal de live le soir où on va parler ensemble. Donc, dites-moi à quelle heure vous serez bien pour faire des lives. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des lives de 8h à 10h? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des lives de 9h à 10h, de 10h à 11h, de 11h à minuit? Dites-moi ce que vous voulez, j'ai besoin de vous. Dites ça dans les commentaires. Hashtag les lives du doc. Et vous mettez vos horaires. Parce que voilà, ce qui va se passer, c'est que on fera peut-être des réactions live en live. C'est-à-dire que le vendredi soir, hop, petit live, hop, on en parle. On dit quelques trucs, on arrête la vidéo. Et le dimanche, hop, on se refait un petit live. Et on parle un petit peu de One Piece, on fait des théories ensemble, on fait des petits trucs ensemble. J'ai envie vraiment de c'est-à-dire que s'il n'y a pas les vidéos avec vous, eh bien, le soir, il y aura les lives ensemble. Donc pareil, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à parlez-en autour de vous, laissez des commentaires. Vous voyez, je commence à être un petit peu crevé. Bref. Encore merci pour votre soutien, tout ce que vous faites pour moi, ça me fait super plaisir. Merci du fond du cœur à tous les tipeurs. Je vous souhaite à ceux qui prendront des vacances en juillet, très bonnes vacances,
Très bonnes vacances aussi à ceux qui vont prendre des vacances au mois d'août. Pensez à vous relaxer un petit peu, profitez de la vie, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.